quelque part pour organiser, pour les nostalgiques, je ne sais pas, organiser une zone où ils puissent aller et déposer des fleurs. Mais là, il se trouve dans une zone très favorable. Il s'agit d'un espace d'exposition. Et là, on a mis le monument de Lénine, les communistes qui se patinent par là, déposent des fleurs, etc. Et malheureusement, une certaine population, pas forcément âgée, en République de Moldavie, de formation moyenne, médiocre, je ne sais pas comment dire, elle reste toujours fermée dans ce projet communiste, et je crois qu'elle n'échappera jamais. Mais nous avons une très bonne jeunesse. Alors, je n'ai rien contre la jeunesse, nous avons des jeunes exceptionnels, qui sont exceptionnels, je crois que ce sont les jeunes qui vont changer les choses. Finalement, on n'a que quelques 25 ans depuis la déclaration de l'indépendance, donc il nous faut encore une quinzaine d'années ou 20 ans pour comme ça divaguer dans le désert pour aboutir et voir la lumière au bout du tunnel. Là, j'ai mis une citation de Roland Barthes qui, en fait, disait que le rapport de la langue vis-à-vis à la société est un rapport politique. La langue est un sujet politique. La langue est liée à la politique. La langue définit beaucoup de choses dans une société de point de vue politique. Agege, il est allé plus loin, il a dit que celui qui possède les vertus de la langue, il peut convaincre, il peut manipuler, donc celui qui possède le pouvoir politique. J'ai élaboré une petite théorie qui est la mienne, la théorie des pouvoirs de la langue. La langue exerce dans une société certains pouvoirs. Moi, j'ai écrit plus tard, après ce que j'ai lancé ça, j'ai écrit aussi un petit livre sur le pouvoir judiciaire de la langue. Mais peut-être qu'il peut trouver une place à côté du pouvoir politique. Donc pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir culturel et pouvoir social de la langue. Quelle est la place du roumain en République de Moldavie rapportée à ces quatre pouvoirs exercés dans la société? Le pouvoir économique de la langue roumaine en République de Moldavie n'existe presque pas. Si vous êtes à Chisinau, vous venez à Moldavie, vous avez de la publicité partout en russe, vous avez des concerts organisés, des promotions, tout se fait en langue russe, ou au moins en deux langues. Donc, tout ce qui est vendu, souvent les produits sont vendus avec des explications, des mots d'emploi, étiquettes en russe, même s'il existe une certaine loi, sans parler... Voilà. Ça parlait du pouvoir économique du gaz russe, hein, parce que le Gazprom, on dit que, ah voilà, la balance commerciale avec la Russie est beaucoup plus en faveur que celle, beaucoup plus favorable que celle avec la Roumanie. Mais c'est normal, on achète le gaz seulement. Le gaz qui nous vient de Russie, il constitue quelques 80% et plus même de toute cette balance commerciale. Si on avait autre chose à utiliser en tant que ressource énergétique, on n'aurait pas eu ça. Bon, c'est un extrait de mes discours à l'intérieur lors du débat à l'Assemblée parlementaire sur le rapport visant la Russie, le fonctionnement des institutions démocratiques de la Russie. Le pouvoir politique de la langue. Vous avez le leader des communistes qui parle toujours russe, le leader des socialistes qui se complaît à parler russe, parce qu'il considère qu'il vise un public beaucoup plus important. Les textes des lois. Quand j'ai été députée au Parlement moldave, moi j'ai demandé plusieurs fois aux fonctionnaires du Parlement pourquoi ils traduisent tous les projets de loi en russe. Il y a toute une armée de traducteurs qui font la traduction en russe, il y a du papier là qui est distribué seulement pour 2 ou 3 députés du Parlement qui ne connaissent pas la langue roumaine. Il y a un traducteur qui travaille au Parlement depuis une trentaine d'années et qui traduit dans les auriculaires pour les députés moldaves qui ne connaissent pas la langue roumaine. Malheureusement, donc, il y a un gaspillage sans précédent. Je crois qu'on aurait dû dépasser depuis longtemps ça, mais malheureusement, c'est la situation qui existe dans un pays avec 80% de population autochtone parlant la langue roumaine. Le pouvoir social de la langue roumaine, non, il n'est pas toujours là, parce que c'est le russe qui est la langue de communication entre les ethnies. C'est comme on avait écrit dans la loi sur le fonctionnement de langue, la situation est absolument la même. On parle le russe. Un russe avec un roumain parle russe. Un russe bulgare, gagaouz, etc.
on passe au russe immédiatement. Le plus intéressant, c'est que le représentant de la population majoritaire roumaine qui passe au russe. Donc là, il est très ouvert, le citoyen de la République de Moldavie, et c'est pour ça qu'il a permis je ne sais pas, peut-être des libertés qui n'auraient pas existé dans d'autres circonstances. Seulement au chapitre pouvoir culturel de la langue roumaine, je peux dire que la langue roumaine est un peu chez elle, la République de Moldavie, parce que nous avons eu 25 ans d'apprentissage en langue roumaine. On a eu des générations qui ont été éduquées, élevées dans les écoles, dans l'esprit de la vérité scientifique, même si cette vérité n'est pas acceptée dans les cercles politiques. Donc, histoire des Roumains, langue roumaine, si vous demandez à un lycéen, bien sûr qu'il sait qui il est et d'où il vient. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est bien. Donc, dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, la langue roumaine, elle est vraiment réussie à faire, et c'est grâce aux professeurs. C'est grâce aux professeurs, dans les provinces, qui travaillent dans des conditions précaires, qui n'ont pas les salaires qu'ils méritent, non seulement les salaires qu'ils peut-être désirent, mais ils ont fait un sacré travail en élevant des générations de jeunes qui, Dieu merci, connaissent la vérité scientifique et qui savent quelle est peut-être la meilleure option pour la République de Moldavie. Je me réfère bien sûr à l'option unioniste. J'aime beaucoup cette définition du général Léoteux. Il a dit que la langue est un dialecte qui a une armée et une flotte. N'oublions pas qu'il était académicien, il était russe. C'était cet extrait de son discours d'acceptation à l'Académie française. Il était gouverneur de Maroc, voilà. Et là, il avait raison. Donc, en République de Moldavie, nous avons l'armée russe à nos côtés. La langue russe est chez elle, en République de Moldavie. Si vous regardez la télé, vous avez sur 100 chaînes de télévision, 80% sont en russe, ou doublés en russe, ou sous-titrés en russe. Il y a très très peu de chaînes de langue roumaine retransmises. Moi j'ai beaucoup combattu et plaidoyé pour ce que les chaînes roumaines soient retransmises en République de Moldavie, d'autant plus que la Roumanie et la République de Moldavie ont signé une convention sur la télévision transfrontalière. Et il n'y a aucun impédiment pour émettre librement en République de Moldavie. Mais malheureusement, qu'est-ce qui nous sépare? C'est l'argent, chers et distingués collègues, parce que les chaînes roumaines ont un propriétaire et qui disent que bon, nous venons en République de Moldavie, mais qu'est-ce que ça va me donner à moi? Donc, frate de Bluz et Pouman. Et là, bien sûr que les choses s'arrêtent. Je crois que, d'ailleurs, Giorgi Simeon, je l'ai vu plusieurs fois, il veut vraiment contribuer à l'accélération de ce processus de retransmission d'au moins 5 chaînes roumaines en République de Moldavie. J'espère qu'on va pouvoir aboutir à une bonne fin et belle fin de ce projet-ci. Donc, en République de Moldavie, pour revenir, la coercition de la langue russe, elle se fait sentir même aujourd'hui. Même si les Russes de chez nous, ils se plaignent et disent que oh là là, la langue russe, elle est dernièrement, elle est coincée, il y a des problèmes, donc les droits des russophones sont violés, ce n'est pas vrai. En République de Moldavie, il y a des écoles russes, un représentant de la minorité russe, bulgare, gagaouze, ukrainienne, qui préfère le russe, peut suivre sa formation, en commençant par les classes élémentaires, primaires, jusqu'à l'université. Et ensuite, il ne peut pas s'embaucher parce qu'il ne connaît pas la langue roumaine. Et voilà, et là, les problèmes commencent. Il y a d'autres pays, distingués collègues, dans lesquels enseigner et apprendre dans une langue minoritaire, c'est payant. Et c'est dans les écoles privées. La Croatie, par exemple, qui a plus de 150 ethnies sur son territoire. Donc, le croate, pour ne pas dire le serbo-croate, c'est la même langue. Le croate, c'est la langue officielle. Mais si tu veux apprendre dans ta langue maternelle, tu vas dans une école privée. Moi, j'ai essayé de dire ça quand il y avait des auditions dans la commission culture au Parlement moldave. Bah, j'ai été traitée de tous les épithètes par la presse russophone de chez nous, parce que, ah voilà, elle veut fermer les écoles russes, elle veut interdire la langue russe dans les écoles, etc. Moi, je n'ai fait que citer un exemple, l'exemple de la Croatie. L'année 2009, après 8 ans de gouvernance communiste, c'était la révolution Twitter. Les jeunes étaient sortis dans la rue, ils n'étaient pas organisés, ils n'étaient organisés par personne,
ils se sont donné rendez-vous à travers les réseaux sociaux. Pourquoi ils étaient sortis dans les rues? Le 5 avril, on a eu les élections parlementaires. Les communistes avaient gagné la majorité. C'était 60 mandats au Parlement. C'était une victoire de nouveau écrasante. Voilà. Et là, les jeunes, ils ne pouvaient pas croire. Ils disaient que non, il y a eu des trucs, il y a eu des... on a contrefait les bulletins de vote, etc. Ils s'étaient donné rendez-vous, ils étaient sortis dans les rues. Malheureusement, la manifestation a dégénéré. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des provocateurs d'abord dans la foule. Il y a eu des arrestations. La police s'était comportée d'une façon complètement incorrecte parce qu'ils étaient jugés comme à l'époque de l'NKVD, c'est-à-dire on amenait les jeunes, il y avait là le juge, le procureur, l'avocat. C'était fou ce qui s'était passé au mois d'avril 2009. Imaginez-vous que cette révolution des jeunes, elle a été... Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils étaient très jeunes, ils étaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22. Donc, les politiciens qui étaient venus là, qui s'étaient plantés à la tribune, donc là, les jeunes ont délégué à ces politiciens la responsabilité de gérer le pays. Parce qu'ils étaient trop jeunes, ils n'avaient pas de parti politique. Qu'est-ce qui est survenu après ça? Les choses suivantes. Donc, en 2009, une coalition pro-européenne s'était créée suite à des élections anticipées, parce que le président de la République n'a pas pu être élu. Les communistes donc, avaient besoin d'une seule voix pour élire leur candidat à la présidence. Les 41 députés de la coalition n'ont pas trahi, donc ne se sont pas vendus. Le président n'a pas été élu, le Parlement a été dissous. Au mois de juillet, donc, une coalition pro-européenne est née, de 3 partis, apparemment un peu différents, parce que le Parti démocrate c'est centre-gauche, le Parti libéral c'est droite, le Parti libéral-démocrate c'est centre-gauche et droite, c'est un peu comme ça. C'est comme le UMP en France. Voilà. Mais à cause des ambitions complètement démesurées, peut-être du manque d'expérience de gouvernance en coalition, 2 crises politiques s'étaient déclenchées. La première était liée à l'impuissance d'élire le président. On n'avait pas les voix nécessaires. Donc on avait échoué plusieurs fois, on a modifié les lois, on a fait je ne sais pas quoi. Finalement, on a trouvé un candidat complètement neutre. C'était un ancien juge, M. Timofti, qui est aujourd'hui président de la République. On l'avait élu le 16 mars 2012. Voilà, il a eu une euphorie, je me souviens de cette période-là. Et la seconde crise politique était liée au dénoncement de l'Alliance de l'intégration européenne en 2013. Donc pratiquement après la fameuse chasse dans le bois de Duradomniask, la chasse dans la forêt des princes régnants. Bon, la chasse a été lamentable parce qu'une personne a été tuée par accident. Voilà. Apparemment, c'était le procureur général qui avait participé à cette chasse, qui avait tué le pauvre jeune homme d'affaires. Voilà. Mais ensuite, on a... je ne connais pas, mais ce qu'on avait écrit dans la presse, il y a eu une autre personne qui s'est assumée la culpabilité, etc. Mais il est certes qu'après cette chasse dans la forêt des princes régnants, une crise politique a éclaté. Donc, pourquoi? Parce qu'on a commencé à demander la démission du procureur général. Il y a eu des malentendus entre les leaders politiques. Donc, les communistes avaient voté avec les démocrates et ont démis le gouvernement de l'Alliance pour l'intégration européenne. Un des leaders des partis de la coalition on lui incriminait acte de corruption. Le Parti libéral a refusé de voter le candidat à la fonction de Premier ministre pour la reconstitution de la coalition européenne. C'était avant le sommet de Vilnius, le sommet de partenariat oriental de Vilnius, quand on devait lancer l'accord d'association ou initier, paraffé au mois de novembre.
Et alors, moi, j'étais à cette époque-là dans le Parti libéral, dans le groupe du Parti libéral. Moi, je me suis dit, bah, c'était pas possible de commettre une deuxième fois la même faute qu'on avait commise en 1999. C'est-à-dire quand le gouvernement Sturza a été démis avec le vote des communistes et des chrétiens démocrates. On ne fait pas. À cette époque-là, on était la veille d'une grande réunion à Helsinki, où l'on devait décider peut-être du parcours européen de la République de Moldavie. Et là, on était la veille du sommet oriental, du partenariat oriental de Vilnius. Bon, parmi les 12 députés du Parti libéral de notre groupe parlementaire, 7 étaient en faveur du vote de ce gouvernement. Les 5 autres avec le leader. Il y a eu un grand scandale dans la presse. Notre leader, maintenant mon ancien leader, M. Gimpou, était sorti, il nous a traités de toutes les choses, il nous a incriminés, nous avons été payés, on nous a achetés, etc., etc. Donc comme ça se passe souvent dans ce genre de choses. Et moi, j'étais restée tranquille avec ma propre conscience, parce que je n'ai pas fait éclater le sommet du partenariat oriental. On a pu initier, paraffer l'accord d'association, ensuite on l'a signé, et en 2014, au mois de juillet, on l'avait ratifié au Parlement. Ça a été une étape importante pour la République de Moldavie. Beaucoup de personnes peut-être n'apprécient pas ça. Peut-être même, on peut dire, la majorité. Parce que chez nous, malheureusement, en République de Moldavie, on dit qu'il faut être fidèle au leader du parti. Selon moi, en République de Moldavie, les partis peuvent être, ressemblent à des sociétés à responsabilité limitée. On a un leader, et il faut... en fait, c'est un principe communiste. Ça ne fonctionne pas comme ça, un parti politique. Moi, j'ai pas été membre de parti politique avant 2008, au mois de novembre. J'ai beaucoup hésité d'être membre de parti politique, parce que la politique, c'est compliqué. Et en plus, donc, si j'ai pris cette décision, d'abord, premièrement, j'ai décidé d'assumer des responsabilités. Je suis prof, finalement. Un prof, il est responsable devant ses élèves, devant ses étudiants. Je suis enfant de profs qui ont eu un parcours impeccable, qui ont procédé de la même manière. Donc, je ne pouvais pas laisser éclater comme ça, juste parce qu'un leader de parti ou un parti, il veut gagner plus après les élections anticipées. Parce que c'était là le désir de notre ancien chef de parti. Il voulait déclencher les anticipés et avoir un peu plus de pourcentage après les élections. Moi, je lui dis, mais vous êtes fous. Moi, je lui ai dit, mais vous êtes fous. Parce que les circonstances politiques étaient telles que les communistes revenaient au pouvoir avec une large majorité, sans aucun problème. Et bon, moi je ne regrettais jamais ce que j'ai fait, parce que, bien sûr, ça va être apprécié un peu plus tard, parce que pour apprécier des choses dans l'histoire, il faut prendre du recul, il faut prendre du temps. Moi je suis adepte de la raison d'abord, n'est-ce pas? Il faut procéder de manière raisonnable, en conformité avec la raison, la logique, et non pas avec des intérêts très étroits, qui sont ceux des partis politiques ou d'un leader politique qui se voit tout puissant, etc. Donc, même à cette époque-là, je peux dire qu'en République de Moldavie, il n'y a pas de véritable parti politique où le phénomène démocratique soit chez lui. Il y a un leader, tout le monde fait du salam alek à ce leader, pense comme le leader, procède comme le leader, et donc si tu penses autrement que le leader, hop, on te vire du parti politique. On te dit, bah, non, tu n'as pas de place là, parce que tu penses autrement. Malheureusement, c'est comme ça un peu, donc il y a des choses à faire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après les élections de 2014? Après les élections du novembre 2014, les choses ont pris le tournant tel qu'elles auraient dû prendre en 2013. Ce qui n'a pas été possible en 2013 parce que nous avons contribué à la solution à la crise politique, c'est passé en 2014. C'est-à-dire le Parti libéral, finalement, les partis en opposition, parce que le chef du parti, bon, je le prendrai sur ma liste, des hommes qui sont fidèles, qui ne... voilà, il a réussi ça, même si ces hommes qui étaient sur sa liste, derrière lui disaient, bah, il est fou celui-là,
ce qu'il fait, mais on va faire ça parce que être député, moi j'ai dit, il y avait des journalistes qui me demandaient, mais Madame Goudsou, grâce à lui, à ce chef du parti et grâce à ce parti, vous êtes devenue députée. Moi je dis, et quoi? Et ça me donne quoi? Je suis devenue députée pour assumer des responsabilités. Pour moi, ça n'a pas été, je ne sais pas, une promotion. Être député, ce n'est pas une promotion, selon moi. Être député, c'est s'assumer des responsabilités devant les citoyens qui t'ont voté et ne pas trahir le citoyen qui t'a voté. Et ne pas être fidèle au chef du parti et avoir des idées originales qui, par hasard, coïncident avec les idées du chef du parti. Parce que c'est comme ça que procèdent certains membres de certains partis politiques. Donc, après 2014, les élections parlementaires, aujourd'hui, nous avons un gouvernement minoritaire qui est appuyé par les communistes. Donc, on peut dire que les communistes de l'ombre participent à la gouvernance parce qu'ils ont conditionné la fonction du Premier ministre par une certaine personne qui n'a même pas de diplôme. On a perdu quelque part son parcours éducationnel. Il n'a pas de diplôme, je sais pas, d'école ni d'université. Voilà, mais apparemment c'est l'homme du leader du Parti communiste, donc il a été agréé par cela. Nous avons des institutions d'État captives, je veux dire les institutions de droit, n'est-ce pas, les institutions sécuritaires. Pourquoi captives? Parce que les chefs de ces institutions sont à l'écoute des partis qui ont recommandé ces personnes à la tête de ces institutions. C'est pour ça que le ministère public, c'est-à-dire la procurature, ne fait pas son devoir. C'est pour ça que les juges sont très corrompus. Vous pouvez gagner en instance judiciaire si vous payez bien le changement d'un diagnostic, par exemple. Ça nous est arrivé aussi. On change de diagnostic. Ou bien, en séance judiciaire, le juge, il prend une décision, et quand on vous remet la décision par écrit, c'est complètement une autre décision. C'est fou ce qui se passe dans les établissements judiciaires de la République de Moldavie.